Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place sur les unités de compte au sein de son contrat d'assurance vie en 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous recevons tout d'abord Latifa Kamal. Bonjour Latifa Kamal. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la stratégie produits et ingénierie patrimoniale au sein du groupe Primonial. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Hugo Bry. Bonjour Hugo Bry. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau. Vous êtes membre du comité exécutif de Generali France en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Nous allons commencer avec vous tout de suite, Latifa Kamal. Si on regarde un petit peu les questionnements que peuvent avoir les épargnants en ce début d'année sur la gestion de leur contrat d'assurance vie, l'inflation revient évidemment très vite. L'idée d'aller vers des investissements suffisamment performants pour contrer l'inflation, voire surperformer face à l'inflation. Les hausses des taux décidées par les banques centrales et l'impact que ça a sur les taux souverains sont également dans le questionnement des investisseurs vis-à-vis de ce qu'on doit faire du fonds en euros. On y reviendra dans un instant. Et les marchés financiers sont également source d'inquiétude ou de questionnement. Quand le CAC 40 passe un nouveau plus haut, on se dit que c'est trop tard pour y rentrer. Et quand il y a des questionnements sur les marchés financiers, notamment avec le secteur bancaire, on se dit que c'est peut-être pas non plus le moment d'y rentrer. La question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les questions qu'il faut se poser lorsque l'on veut investir ou en tout cas gérer son épargne sur un contrat d'assurance vie via des unités de compte dans un contexte avec un peu plus d'incertitude finalement qu'il y a 6 mois ou 1 an quand on est épargnant. Je veux dire que l'année 2022 a été difficile pour les marchés financiers. Et on a, comme vous avez dit, assisté à une hausse des taux qui était assez soudaine. Ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est la diversification. C'est que le client, aujourd'hui, l'investisseur doit vraiment ne pas mettre ses œufs dans le même panier. D'accord. Et donc diversifier son investissement avec du fonds euro et d'autres classes d'actifs pour pouvoir diminuer ce risque de perte en capital. Et avec ce climat anxiogène, c'est ce qu'il faut faire. Donc la première étape d'une stratégie qu'on va essayer de dérouler ensemble, c'est penser diversification, c'est aller vers un maximum de placements au sein de son contrat d'assurance vie, si tant est qu'on les comprend tous. Complètement, tout à fait. Mais c'est le but du jeu. Il ne faut pas, en fait... Aujourd'hui, les fonds euros sont très attractifs, puisque les taux sont... on assiste à des surenchères de taux en euros pour le fonds en euros cette année. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est temporaire et qu'il faut vraiment diversifier son investissement. Même question très générale, avant de rentrer un petit peu dans le détail. À vous, Hugo Bry, quelles questions on se pose sur la gestion de son assurance vie et plus particulièrement sur l'adéquation entre fonds en euros, unités de compte et type d'unité de compte dans son contrat ? Moi, je pense qu'il faut déjà se dire qu'un contrat d'assurance vie, c'est déjà une décision de placement à moyen long terme. Et comme c'est une décision de placement à moyen long terme, nécessairement, on doit avoir une approche quelque part un peu stratégique, en discuter avec son conseiller, et avoir une approche qui, chez Generali, se traduit par quelque chose du type un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de fonds euros qui doit apporter de la garantie, de la protection, de la liquidité, un tiers d'unités de compte dites classiques, traditionnelles, adossées au marché financier. D'accord. Et puis le tiers du milieu, j'allais dire, ce sont des alternatives. C'est des alternatives à la fois aux fonds euros et aux unités de compte, c'est-à-dire produits qui capitalisent plus lentement et qui ont une volatilité plus faible. Et quand vous avez ce tiers, a priori, que ce soit quand les taux sont très bas, ou comme aujourd'hui, quand les taux sont déjà plus hauts, ont pris 300 points de base avec une forte inflation, normalement, vous pouvez traverser à peu près toutes les tempêtes. Un mot rapide avant d'aller sur les unités de compte, sur le fonds en euros, dans un contexte où les hausses des taux souverains posent question totalement sur la valorisation des obligations dans les fonds euros actuellement, ou quand on voit la concurrence des livrets réglementés, le fonds en euros reste selon vous une alternative viable dans une stratégie d'investissement ? Alors non seulement c'est une alternative viable, mais c'est névralgique, c'est ce que je disais juste auparavant. Ce fameux tiers est névralgique, il a vocation à assurer de la liquidité et puis un certain rendement. Est-ce que c'est une alternative au compte à terme ou aux produits plus liquides bancaires? Ça n'est pas une alternative, c'est une transformation. On a déjà pris une décision quand on va dans un contrat d'assurance vie. On peut imaginer que les comptes à terme ou les livrets sont de l'épargne de précaution en attente de décisions patrimoniales. Et donc, on est plutôt en amont de la relation. En ce moment, les banques ont des offres qui sont
assez spectaculaires. Nous, derrière, on est là pour récupérer des actifs qui, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, doivent être gérés à moyen long terme. Sur les unités de compte à présent, donc ce que vous nous disiez, c'est que les deux tiers restants, vous estimez qu'il est préférable de les placer sur des unités de compte, mais alors avec une stratégie, donc unité de compte classique, si je comprends bien, sur les marchés financiers. Alors après, à voir effectivement que ce qu'on va sélectionner sur cette poche d'unité de compte classique, et ensuite alternatif. Alors qu'est-ce que vous mettez dans l'alternatif? Alors sur la partie du milieu, on y met par exemple des produits structurés. D'accord. Sauf qu'en ce moment, les produits structurés sont une classe d'actifs qui apprécie particulièrement la période que l'on vit. D'abord, les taux remontent, et donc du coup, c'est plutôt mieux pour les produits structurés. Et puis, vous avez une volatilité qui est assez importante. Et donc, dans le jargon des professionnels, on dit le payoff, c'est-à-dire la structuration qu'on est capable de proposer, donne des résultats qui sont en général du capital garanti et des coupons garantis. Donc, il y a ça. Vous y trouvez aussi des actifs réels. Dans un contexte de taux un peu plus élevé, effectivement, où on peut mettre des obligations dans des produits structurés qui permettent de créer des produits structurés à capital garanti. Exactement. Les produits structurés que j'évoque là sont des produits structurés qui sont en général émis par les grands émetteurs tels que Société Générale, BNP Paribas, Natixis ou d'autres. Et puis après, vous avez des indexations qui sont des indexations sur des marchés financiers. Et donc, du coup, vous arrivez à avoir des produits qui, à la fois, ont un capital garanti, une maturité et vous donnent des coupons régulièrement. Donc là, vous jouez du revenu régulier. Donc ça, c'est une partie qu'on évoque dans la partie alternative. Vous avez aussi des actifs réels. On avait évoqué les actifs réels, il fut un temps. Bien sûr, oui. Et ces actifs réels peuvent se décliner. Vous avez de l'immobilier, vous avez de l'infrastructure, vous avez du private equity. C'est vrai que les taux se marient un peu moins bien avec l'immobilier, mais c'est comme tout, c'est ce qu'on disait au départ, c'est ce que disait Latifa. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise solution, il y a la diversification. Et dans le cas présent, mettre des actifs réels, un peu d'actifs réels, et quelque chose d'assez cohérent là-dedans. Alors, oui, pardon. On va revenir peut-être sur l'actif réel ou autre. Si on reste, alors, les produits structurés, on reste finalement dans la famille des marchés financiers, même si on les met classe dans alternatif plutôt que unité de compte traditionnelle. Latifa Kamal, si on regarde ces marchés financiers notamment et ces unités de compte traditionnelles, alors effectivement, estimer qu'on veut mettre un tiers de son épargne sur des unités de compte, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de se demander ce qu'on fait concrètement, dans quoi on investit, comment est-ce qu'on crée une stratégie d'investissement sur les marchés financiers en lien avec son aversion au risque ou en tout cas sa capacité à endurer du risque, peut-être aussi des valeurs qu'on peut avoir vis-à-vis du climat ou autre. Comment est-ce qu'on met en place cette stratégie ? Alors, l'aversion au risque, il faut la prendre en amont. Ce que disait Hugues, c'est qu'il faut, dès le début, avoir ce tiers. Donc, il y a des tiers qui sont moins volatiles, qui performent peut-être moins, mais qui sont une assurance pour l'investisseur. Pour le tiers qui est plus dynamique, on va dire, nous, on a 3 thématiques chez Primonial. La première, c'est les produits durables, en fait, les investissements en économie durable. Aujourd'hui, c'est pour la planète, donc il faut vraiment en mettre une partie. Puis on a de plus en plus de fonds qui sont classés 8, 9 aujourd'hui, SFDR, et qui permettent d'avoir un choix plus large dans l'économie durable. La deuxième thématique... Et alors, sur cette première thématique, vous constatez par exemple qu'il y a de plus en plus de demandes sur ces sujets aujourd'hui, ou c'est quoi? C'est une demande des épargnants ou c'est une organisation finalement de l'industrie financière autour de ces thématiques? Il y a 2 choses. Il y a la demande des épargnants, puisque tout le monde veut du vert aujourd'hui, pas du greenwashing, hein, vraiment du vrai vert. Il y a la réglementation aussi qui va beaucoup aider les personnes qui sont intéressées par cette classe d'actifs à avoir un choix plus proche de la réalité de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc ça, c'est la partie entreprise, économie durable. D'accord. La deuxième thématique, ce sont les techs. Puisque jusqu'à présent, ils ont été un peu malmenés les dernières années. Et donc aujourd'hui, avec la baisse des taux qui va finir par arriver, il y aura plus d'opportunités pour les entreprises de technologie. Et c'est l'avenir également. D'accord. Donc ces entreprises technologiques qui effectivement ont été, ont surperformé au sortir des différents confinements, qui ensuite ont été un petit peu malmenées avec la hausse des taux, pourraient revenir sur le devant de la scène, ce que vous nous dites, dans un contexte de baisse des taux à venir, une fois qu'on aura pu juguler un peu plus l'inflation, par exemple. La technologie, c'est l'avenir également aussi, comme le durable. Et alors, quand on parle de tech, on parle forcément des grandes entreprises américaines, ou c'est plus large que ça? Je pense que c'est plus large. Aujourd'hui, avec toute l'intelligence artificielle, tout ce qui sort, l'espace, etc., il faut vraiment avoir une partie de son investissement sur cette thématique.
L'intelligence artificielle, par exemple, alors au-delà effectivement du côté médiatique qu'on peut voir autour de certaines technologies en particulier ou certaines entreprises en particulier, c'est selon vous une tendance de fond qui pourrait avoir un impact sur l'industrie ou sur l'économie ? En fait, si on parle de ChatGPT... Par exemple, il n'y a pas que, mais oui, notamment. C'est vrai que ça, c'est l'iceberg, c'est le haut de l'iceberg, mais la technologie peut aider en médecine, peut aider en environnement, peut aider dans beaucoup d'autres domaines. Donc, il ne faut pas limiter la technologie juste à la dernière appli en date. D'accord, ouais. Donc ça, c'est premièrement, donc il y a la finance durable, effectivement. Deuxièmement, les techs et le troisième volet que vous mentionniez. Le troisième, c'est la Chine et les marchés émergents. D'accord. À présent, je pense que l'avenir est aussi de ce côté-là, parce qu'il y a plus de capacité à performer que le reste du monde aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut revenir doucement vers ces marchés-là qui ont une capacité à aller plus loin, plus vite. Même si, effectivement, le sujet de la réouverture de la Chine a alimenté un certain nombre de questionnements et qu'aujourd'hui, on se demande si, effectivement, ça repart pas aussi vite que ce qu'on attendait, ça reste quand même une thématique, selon vous De toute façon, ils ont eu des années de Covid un peu compliquées, puis là, ils ont complètement changé de politique. Donc, je pense que ça va repartir beaucoup plus vite que l'Europe ou que les États-Unis. Donc ça, c'est pour le volet, effectivement, unité de compte sur les marchés financiers. Hugo Bry, alors effectivement, vous mentionniez les unités de compte alternatives. On a parlé de produits structurés. Ensuite, il y a cette stratégie d'actifs réels. Comment est-ce qu'on investit en immobilier sur son contrat d'assurance vie ou en unité de compte ? Sur un contrat d'assurance vie, tout simplement parce que le Code des assurances permet de référencer un certain nombre de supports, notamment des sociétés civiles immobilières, mais tout type de support qui intègre aussi bien de l'infrastructure que du private equity. Par ailleurs, la loi Pacte a quand même très largement, pour la modernisation de l'économie, a très largement ouvert le spectre et a permis d'intégrer notamment des fonds d'investissement alternatifs qui étaient réservés plutôt à des professionnels. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de souscrire dans des contrats assurance vie ce type de support sous un certain nombre de règles et de seuils. Et donc, vous avez accès aujourd'hui à toute une palette de private equity selon les stades qui sont référencés par l'assureur. Pour autant, j'imagine qu'on ne va pas de la même façon sur un actif réel immobilier que sur un actif réel private equity. Le risque n'est pas le même, la stratégie n'est pas forcément la même non plus. En fait, ça va dépendre du stade. Vous savez, dans le private equity, il y a à peu près tout. Il y a la start-up absolue où là, voilà, vous avez le risque total. Associé à un début de projet, oui, c'est ça. Ouais. Et puis après, vous avez du private equity qui est associé des fonds de private equity qui vont accompagner et financer des entreprises qui ont déjà du chiffre d'affaires, qui font déjà du résultat, mais qui ont besoin de se transformer. Et donc, on voit bien que le spectre des risques n'est pas tout à fait le même. Et nous, assureurs, c'est pareil. Je rappelle que dans le Code des assurances, il y a une phrase qui dit qu'on doit référencer des supports qui ont une protection suffisante de l'épargne. Alors c'est assez large et assez générique, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a effectivement, nous en tant qu'assureurs, une responsabilité dans le référencement des unités de compte. Donc on va avoir la possibilité d'avoir un spectre assez large. Pour autant, que ce soit en fonction du type de client ou que ce soit en fonction du type de partenaire, puisque nous, Generali, le gros de notre business se fait au travers de partenaires, y compris de partenaires tels que Primonial avec Latifa, on va adresser plus ou moins largement le sujet des actifs réels. Les actifs réels, Latifa Kamal, c'est quelque chose que vous suivez également, ou en tout cas que vous regardez peut-être en complément d'un suivi sur les marchés financiers. On s'est mis aux actifs réels il y a quelques années. On était parmi les premiers à lancer une unité de compte de private equity dans un contrat d'assurance vie avec une garantie de liquidité. Donc, Bien sûr, qui était le sujet, effectivement. Qui était assez rare à l'époque. Donc on y croit vraiment beaucoup. On a mis beaucoup de temps à s'y mettre. C'est vrai que la loi Pacte nous a beaucoup aidés. Et puis aujourd'hui, on a vraiment un choix très large et on s'intéresse vraiment à toutes sortes de fonds de private equity, que ce soit de l'infrastructure, comme dirait... Mais alors, si on se met du point de vue de l'épargnant qui effectivement suit régulièrement ses investissements, mais globalement n'est pas un expert non plus des différentes typologies d'investissements qui peuvent exister, comment choisir finalement, comment investir en private equity? J'imagine qu'on ne va pas sélectionner au niveau des entreprises, peut-être au niveau des fonds, mais comment savoir si effectivement on a une appétence plus ou moins grande, déjà pour le sujet, peut-être pour le risque de ce type d'investissement? D'où le rôle du conseiller. On en revient au conseiller. Le conseiller est vraiment important puisque c'est lui qui connaît son client, qui connaît ses besoins, son appétence au risque, le délai qu'il a devant lui en fait. Donc c'est hyper important que le conseiller soit consulté
pour ce type d'investissement. Et en private equity, il y a vraiment toutes sortes de private equity en fonction de l'appétence au risque et du besoin du client. Oui, effectivement, c'est comme dire investir en bourse. Après, il y a plein de valeurs différentes. Donc, effectivement, il faut creuser un petit peu plus en détail. Hugo Bry, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on a évoqué toutes les palettes de possibilités d'investissement au sein d'un contrat d'assurance vie? Alors, évidemment, on a donné les grandes thématiques. Est-ce qu'il y a des choses à savoir en particulier quand on veut construire sa stratégie? Je pense qu'on a évoqué quand même déjà pas mal de choses. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, à mon sens, l'assurance vie est le produit le plus abouti pour gérer son patrimoine. Encore une fois, il n'est ni concurrent des PER, ni concurrent des comptes à terme. C'est un produit de transformation, c'est un produit qui doit gérer du patrimoine à moyen long terme. Et la palette des supports référençables dans un contrat est quand même très très large. Après, j'abonde dans le sens de Latifa. À partir du moment où on n'est plus sur de l'euro pur, mais qu'on fait de l'euro plus des unités de compte, il est important d'être accompagné. Il est important d'être accompagné en amont, pendant et dans toute la vie du contrat, parce que les unités de compte, comme vous l'avez dit très justement, il peut y avoir des unités de compte plus ou moins musclées, plus ou moins volatiles, et donc c'est important d'être accompagné. Et de diversifier pour reboucler avec ce que vous nous disiez tout à l'heure, Latifa Kamal. Merci beaucoup Hugo Bry, merci Latifa Kamal d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.